C'est à côté de frustration de pas avoir la même chose qu'un investisseur américain ou c'est... Oui, pour les investisseurs européens, vraiment, la lumière vient toujours des États-Unis, alors qu'on a été les premiers à créer des supports financiers indexés à des cryptos. Ne serait-ce que s'intéresser aux principales capitalisations aujourd'hui peut avoir un véritable intérêt. On peut aller générer de la performance sur ces actifs-là et pas forcément aller chercher la petite pépite de demain. I'm cool, I'm making my own rules. Don't tell me what to do. Bienvenue dans Money Time. Dans cette séquence, on a une seule mission, faire le bilan 2025 pour mieux prévoir 2026 et on fait ça côté crypto, identifier les risques et les opportunités. C'est parti, on fait ça avec Edouard Belliard de Delubac. C'est parti, c'est Money Time. On va voir si 2025 a marqué un tournant ou si c'était une année compliquée. Avec toi, Edouard. Bonjour, Edouard Belliard. Bonjour Aurélie. Tu es directeur du développement chez Delubac. On va essayer d'y voir un peu plus clair sur cette année et puis surtout se projeter sur l'année prochaine. J'entends pas mal, ça et là, des gens qui me disent que 2025 a été une année charnière pour la crypto. Est-ce que tu partages ce constat et comment tu résumes, toi, ton année 2025 ? Alors oui, l'année 2025 a été charnière pour beaucoup de choses côté crypto, pas forcément côté marché, où c'était très turbulent, très volatile, mais plutôt d'un point de vue réglementaire, et certains actifs ont mieux marché que d'autres. C'était notamment l'année des stablecoins, par excellence. Donc le développement des nouveaux systèmes de paiement, des nouvelles manières de générer des flux, et d'un point de vue réglementaire aussi, puisque entrée en vigueur du cadre réglementaire MiCA, et du Genius Act aussi aux États-Unis. Donc beaucoup de nouveautés, mais un marché très très volatile, très complexe. Si tu peux nous résumer MiCA en une phrase et Genius Act de l'autre côté US. MiCA en Europe, pour nous, qu'est-ce que ça a comme conséquence pour les investisseurs particuliers ? Ça vient offrir un cadre sécuritaire, on va dire, pour les investisseurs renforcé. On avait jusqu'ici un enregistrement délivré par l'AMF, qui était donc le PSAN, prestataire sur actifs numériques. Donc toi, tu veux distribuer des cryptos, tu es un pro. C'est ça. C'est un tampon. C'est un tampon, effectivement. Le régulateur vient avec la CPR et l'AMF donc contrôler que nos dispositifs, nos process sont en adéquation avec la protection des investisseurs dans le cadre de l'investissement en crypto. Aujourd'hui, il y a un peu plus d'une centaine d'acteurs qui est PSAN en France. C'est remplacé par MiCA depuis le 31 décembre 2024. C'est neuf. Et voilà. Et donc pour ceux qui étaient PSAN jusqu'ici, ils ont jusqu'en juin 2026 pour se mettre en conformité et être MiCA compliant. Donc si je reformule pour l'investisseur particulier, ça veut dire que moi, en tant que personne qui potentiellement achète des cryptos en France sur une de ces plateformes qui est certifiée, je suis protégé par le droit européen. Exactement. Tu es protégé parce que du coup, il y a des bonnes manières de faire, des bonnes conduites qui sont contrôlées, à l'inverse d'autres plateformes qui sont sur liste noire de l'AMF ou au contraire qui ne disposent pas de ces fameux tampons et qui représentent un risque du coup, un risque énorme pour l'investisseur puisqu'ils ne sont pas contrôlés. Et Genius Act, donc qui est la grosse réglementation côté États-Unis cette année, comment tu peux la résumer et est-ce qu'elle nous concerne nous en tant qu'investisseurs européens ? Alors, elle ne nous concerne pas forcément, c'est plutôt pour l'encadrement effectivement des cryptos aux États-Unis qui n'avaient encore rien fait de ce côté-là, alors que nous, on avait déjà pris les devants, comme on le fait souvent en Europe. Donc, ça vient marquer vraiment l'intérêt des États-Unis pour le secteur crypto, notamment pour celui des stablecoins, le fait qu'ils délèguent aussi une partie de la souveraineté de leur monnaie à des investisseurs privés, enfin à des acteurs privés, comme Tether ou comme Circle et autres. Donc, on a vraiment depuis que le Genius Act est rentré en vigueur, une adoption massive de la part des institutionnels comme des investisseurs privés aux États-Unis, bien plus qu'en Europe. Mais donc voilà, c'est comme on est sur les deux continents, on va dire, où les investisseurs ont le plus besoin d'être encadrés, en tout cas d'être protégés, ça a fait un effet vraiment très très important sur le côté institutionnel. Tu le résumes, il y a une régulation qui s'est renforcée. Ouais. Est-ce que entre la régulation, l'arrivée des ETF crypto, en particulier Bitcoin, mais pas que, et globalement le contexte un petit peu géopolitique dans lequel on est, est-ce que tu dirais que la crypto et les cryptos se sont institutionnalisés ? Et est-ce qu'il n'y a pas un petit peu une perte d'ADN dans cette institutionnalisation ? Alors, il ne faut pas vivre ça comme une perte d'ADN. Je pense que c'est un passage obligatoire. Un marché qui s'institutionnalise, c'est un marché qui se professionnalise, qui gagne en maturité. Et donc qui vient finalement gagner ses lettres de noblesse. Alors on était sur un marché qui était majoritairement retail avant, mais très Web3 aussi. Ouais. Dit avec d'autres mots, ça veut dire quoi ? Alors le marché crypto d'origine était plutôt
alors pour parler grossièrement, un marché de geek, de ceux qui voulaient changer de la valeur, sortir Tu du t'inclus dedans? cadre réglementaire. Alors oui et non, un petit peu des deux, mais c'est cette volonté finalement de sortir un petit peu des systèmes financiers traditionnels, de regagner finalement en autonomie sur ses propres fonds, de protéger ou d'investir comme on le souhaite. Et puis surtout, il y a un biais technologique qui est aussi hyper intéressant. Et ce marché-là, maintenant qu'il est réglementé, maintenant qu'il est plus sécurisé, il attire forcément des investisseurs plus institutionnels. Bitcoin, justement, apporte des réponses importantes en matière d'investissement et de diversification à ces investisseurs-là. Donc, naturellement, ils viennent. Par contre, on a plutôt un repli du retail et des institutionnels qui arrivent en masse sur ce marché. Explique-nous ça de ton point de vue. Donc, toi, tu t'occupes de la crypto, on va dire, chez Delubac. Delubac, on est sur une banque. Voilà, vous occupez de manière assez collégiale de vos clients. Ce transfert entre les institutionnels et les investisseurs particuliers, comment tu l'observes et quels enjeux ça peut poser pour toi au quotidien ou pour ton écosystème? Justement, nous, on a fortement accéléré pour redonner confiance au marché des investisseurs privés, qui a quitté le marché pas après le bear market, mais au moment où on a eu justement ces effets de masse de volatilité très importants. Donne-nous une date pour ceux qui ont besoin d'une chronologie. Oui, mais alors on peut dire que fin 2023, on a commencé, parce qu'on a eu une bonne reprise après le bear market de 2022, donc c'est un peu comme ça qu'a fonctionné le cycle, c'est-à-dire qu'en 2021, on a eu finalement des marchés très haussiers, beaucoup de retail qui étaient là, il y avait l'effet Covid, les gens ont majoritairement... Démocratisation de l'investissement crypto, tout le monde en voulait, et un marché qui n'était pas hyper pricé aussi, donc peu de liquidité, donc forcément les variations augmentaient assez rapidement. Bear market, chute d'FTX, perte de confiance. Donc le scandale FTX. Le scandale FTX, effectivement, donc qui était quand même la deuxième plus grosse plateforme, ce qui a fait qu'il y a une crise quand même de la confiance à ce niveau-là. Et puis un retour à la normale à partir de début 2023, Bitcoin qui reprend des couleurs. Bitcoin était à combien début 2023, tu te souviens? On était entre 15 et 20 000 à ce moment-là, donc c'était encore très peu. Et depuis cette date-là, on a une croissance de plus de 260% finalement à date aujourd'hui. Donc ça reste quand même particulièrement intéressant, mais surtout c'est qu'il a emmené les autres cryptos dans son sillage, les altcoins. Donc on s'est dit on va avoir une alt season, donc qui est la phase du cycle qui suit finalement la croissance de Bitcoin. Il y a Bitcoin en leader et derrière les altcoins avec un premier Ether, enfin à l'époque Ethereum. Et qu'est-ce que tu mets d'autre? Et après on met les principales qui suivent, on met Solana, on met Polygon, on met XRP, on met toutes ces grandes capitalisations qui en profitent, et après on rentre plus dans les aspects, dans les verticales technologiques et autres, et puis qu'on fasse gaming, IA, etc. Et donc ce sont ces projets-là qui sont sous-valorisés, qui prennent de la valeur. Mais finalement, tout ce qui a déclenché cette baisse et puis le fait que les particuliers ont quitté ce marché, c'est la volatilité qui est due en grande partie à cause soit des politiques monétaires, soit de la géopolitique de manière générale. Le conflit au Moyen-Orient a été le premier déclencheur en 2024. La guerre en Ukraine, évidemment, avec la Russie. Tous ces éléments-là ont fait que, plus l'effet d'annonce qu'on a pu avoir du côté des États-Unis, évidemment, qui ont fait que les investisseurs ne savaient plus forcément... il y avait un peu des infos qui venaient dans tous les sens. Des infos qui venaient dans tous les sens. Et puis ça s'est revérifié il y a encore 2 mois en octobre, avec Donald Trump qui fait des annonces à 23h heure française, mais bon, en tout cas après la fermeture des marchés traditionnels, et donc c'est le marché crypto qui a eu qui a amorti les chocs en fait. Il n'a pas amorti les chocs. Enfin, qui les marque quoi. Capitalisation et qui a tout perdu. Donc en fait là on est un peu sur une problématique où on avait une décorrélation des marchés crypto, le Bitcoin qui était assez indexé à la progression de l'or, donc qui avait ce rôle de valeur refuge, mais qui aujourd'hui est plutôt indexé sur les valeurs technologiques, donc qui suit la même variation alors qu'on voudrait qu'il y ait moins de corrélation. Voilà, qu'il y ait moins de corrélation. Donc on n'est pas encore dans cet actif valeur refuge, on est encore sur un actif risk-on, mais qui au final reste quand même très intéressant dans un point de vue de diversification et surtout de contrer l'inflation et puis les problèmes monétaires finalement qu'on peut rencontrer aujourd'hui, puisque... Edouard, si on fait le point à date, là, décembre 2025, le principal risque pour l'investisseur retail, donc pour l'investisseur et l'investisseuse, vous et moi, qui ne sont pas des professionnels, le principal risque crypto, il est quoi? Il est macroéconomique, il est réglementaire, ou est-ce qu'il est, je sais pas, technique ou technologique, tu vois, une vulnérabilité d'une plateforme, où est le risque le plus important pour toi?
Alors, si on devait les classer, le risque macro et géopolitique est le plus important aujourd'hui, puisque c'est là où on se rend compte qu'il y a le plus de sensibilité à l'info, à la news. On a regardé les différentes politiques monétaires, même là, le simple fait que les États-Unis rebaissent leur taux n'a pas eu un impact particulier sur le marché crypto. Il est plutôt flat depuis cette annonce. Après, ça, c'est lié au fait, je sais pas, je te pose la question. On sait qu'il va y avoir un changement à la tête de la Fed au premier semestre 2026. Et comme on sait que Powell va partir, mais on ne sait pas encore qui va le remplacer, finalement, il y a un peu de mollesse là-dessus parce qu'on n'a pas de visibilité. Et en même temps, on sait qu'il va y avoir une rupture, quoi. Exactement. Et c'est, je pense, ces indicateurs-là que le marché attend avant de se repositionner, parce que globalement, si on éloigne le risque géopolitique et macroéconomique, on pourrait plutôt être bullish sur ce marché-là. Donc vraiment une tendance haussière, parce qu'on a des capitalisations, surtout sur les altcoins, qui sont extrêmement basses. Si on regarde les plus hauts de 2021 et puis même les plus bas de 2022 du bear market, donc c'est très intéressant. Et puis il y a quand même ce risque technique, il y a toujours ce problème de hacking, on s'en rend compte avec les clients qui viennent nous voir aujourd'hui. Et ils viennent nous voir parce qu'on est une banque et qu'on a intégré des protocoles et des standards bancaires pour sécuriser la crypto. Vous êtes plus coffre-fort qu'une plateforme internet Alors non, parce qu'on a intégré aussi des équipes qui vont gérer cette crypto-là, qui vont apporter leur professionnalisme et leur connaissance de ce marché et des marchés financiers, parce que comme je l'ai dit, c'est un marché qui s'institutionnalise, donc où il y a de plus en plus finalement de principes de finances traditionnelles qui viennent s'intégrer aussi dans ce marché-là. Mais surtout, des investisseurs qui n'y voient plus clair parce que c'est trop volatile et qui ne savent plus comment gérer leur crypto, ils ne savent plus à quelle crypto se vouer. Et puis, ils sont sursollicités, surarnaqués, on va dire, parce que tout le temps des tentatives de phishing. On est quand même sur des investisseurs qui ont besoin du conseil humain, ce que les plateformes ne leur offrent pas aujourd'hui. Et donc, quand ils sont contactés par un soi-disant service support de Binance, juste pour citer Binance, c'est pareil avec tous les autres, mais ils y croient, et donc du coup, ils ont tendance à faire confiance et à ouvrir la porte justement sur leurs accès à leur crypto, et après ils se font malheureusement pirater et puis dépouiller. Ça, tu nous dis que c'est le quotidien d'une grosse partie des investisseurs crypto. On a à peu près aujourd'hui 50% de la demande qui vient de ces demandes-là, parce que les investisseurs pensent qu'on peut les aider à récupérer. Malheureusement, quand on creuse un petit peu, on voit que ça a transité par un nombre incalculable de wallets qui ont été et donc malheureusement on ne peut pas. Tout ce qu'on peut leur permettre, c'est de leur offrir un nouveau cadre pour réinvestir, un cadre plus sécurisé cette fois-ci, parce que nous, il y a le compte bancaire qui va avec, la crypto. Donc le risque techno, il est quand même là. Il est tout à fait réel. En 2025, on a eu Bybit qui a quand même été... Résume-le, Bybit. Bybit, c'est 1,6 milliard, je crois, de hackés par des hackers nord-coréens, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, il n'y a pas grand-chose à dire finalement, c'est que cette plateforme a été hackée, des wallets se sont fait hacker. Sur ces plateformes-là, vous n'avez pas le principe de la ségrégation pure et parfaite des wallets clients. Dis-le-nous avec d'autres mots. Alors, la ségrégation, c'est vraiment un wallet par client, donc un portefeuille par client, avec une clé privée. On a une petite ségrégation, alors que sur des chacun son petit coffre-fort crypto. Exactement. Alors que sur une plateforme, finalement, on va avoir des grands pools de liquidités, l'argent des clients va être mélangé. Et ce qui fait que ça reste des cibles plus intéressantes. Alors nous, je ne dis pas que c'est pas moins moi, je suis un hacker, j'ai plutôt envie d'aller taper une plateforme où il y a tout l'argent en commun plutôt que d'aller taper une plateforme où il y a autant de petits coffres-forts à aller casser, quoi. Voilà, on peut dire que sur une opération technique, on peut aller piquer plus en une fois que effectivement d'aller pirater toutes les installations techniques pour un seul et même investisseur. Donc je pense que certains ont besoin de ça. Nous, c'est aussi ceux qu'on va vouloir adresser, c'est ceux qui finalement veulent investir en crypto depuis un moment, mais n'ont pas trouvé l'acteur pour pouvoir le faire. Donc je parle d'investisseurs qualifiés, ceux qui ont l'épargne aussi, qui sont déjà diversifiés, qui ont peut-être entre 40 et plus, même si on a aussi des offres pour les plus jeunes, mais on sera moins intéressant que des plateformes qui vont avoir un accès plus simple que nous on peut le proposer. On pense la fluidité de l'UX par un service humain. En fait, il y a un mélange des deux dont on a même si on y tend, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on va avoir davantage cet aspect conseil, accompagnement, sécurisation des cryptoactifs et gestion. Plutôt que on peut trader facilement sur la plateforme, échanger plein de cryptos, parce que nous on a des principes bancaires, donc on va aussi aller lister les cryptos qui nous paraissent être les plus sécurisés, les plus intéressants. Tu peux nous faire un top 5 des cryptos les plus sécurisés là en 2025 pour vous? Pas les plus sécurisés, mais aujourd'hui, dans l'état actuel du marché, je pense qu'il est très intéressant de regarder d'abord les cryptos qui sont les plus liquides, les cryptos qui sont les plus fortement capitalisés, celles qui ont été, qui ont perdu beaucoup en valeur. Alors on a Bitcoin qui a pas mal perdu. 89 ce matin. 89 ce matin, qui a eu un pic à 126 000 $ cette année. Donc il y a quand même une correction importante d'à peu près 40% depuis le début de l'année. Ethereum, pareil, très décevant sur l'ensemble de l'année, mais qui est plus ou moins flat quand même. Il a perdu 50% pour reprendre 50% ensuite derrière.
Alors qu'on a après, bon, mais c'est très spécifique, hein, on a du Zcash qui a lui explosé littéralement parce que c'est sur la confidentialité des opérations, donc ça a plu à un certain public institutionnel. Mais on a Solana qui regagne de l'activité on-chain, donc sur sa blockchain. Et puis on en a d'autres, hein, XRP, etc., qui sont des actifs à forte valeur ajoutée et qui aujourd'hui sont relativement, sont à des prix, on va dire, très abordables parce que ils n'ont pas repris finalement en valeur durant toute cette année. Donc, ne serait-ce que s'intéresser aux principales capitalisations aujourd'hui peut avoir un véritable intérêt. On peut aller générer de la performance sur ces actifs-là et pas forcément aller chercher la petite pépite de demain très technique qui va justement manquer de liquidité et potentiellement être très très sensible aux fluctuations de marché, aux nouvelles endémiques qu'il peut y avoir sur le marché, type macro. Edouard, tu es un peu un gars des cryptos. Tu arrives à nous parler quand même de variations de moins 50, moins 40% sans scier. On a quand même le sentiment à observer le marché des néo-investisseurs que justement, ces gens qui sont rentrés en investissement via les cryptos et qui aujourd'hui se diversifient sur d'autres classes d'actifs, je pense aux ETF, entre autres, ils ont une habitude du risque. Ils ont vécu dans leurs premières années d'investisseurs ou d'investisseuses des variations moins 40, moins 50, moins 80. Est-ce que ça veut dire que toi, auprès du public que tu conseilles, tu es avec des gens qui ont moins peur du risque? Ça ne veut pas dire qu'ils font n'importe quoi, mais ils ont un rapport au risque différent parce qu'ils ont fait leur culture financière avec des variations délirantes dans l'univers crypto. Et donc, du coup, quand ils vont sur les marchés, par exemple, je sais pas, plus classiques boursiers, eh ben, ils n'ont pas peur d'aller sur, je sais pas moi, les marchés émergents ou des entreprises d'innovation et pas que Nvidia. Enfin, quel est le rapport au risque que tu observes auprès de cette population de néo-investisseurs qui n'est pas forcément jeune en âge, mais qui est jeune, on va dire, en historique d'investissement? Oui, alors on a vraiment les deux typologies d'investisseurs, hein, parce que donc il y a ceux que tu cites, hein, qui effectivement ont une aversion au risque qui est limite très faible parce qu'ils sont habitués aux grosses variations. Eux, d'ailleurs, ils se sont légitimement tournés aussi vers des classes d'actifs moins volatiles. Ils sont allés vers les ETF, comme tu dis, vers les actions aussi. Et donc, c'est pour ça que tu as des plateformes comme Trade Republic ou autres qui cartonnent parce que ça permet d'avoir de l'investissement fractionné dans ces actifs-là. Et puis, quand tu t'es fait lessiver une première fois en crypto, tu n'as pas forcément envie d'y retourner, surtout quand le marché n'est pas porteur. Mais effectivement, ils sont habitués à ça. On en a beaucoup aujourd'hui qui nous ont transféré leur crypto, beaucoup qui se sont positionnés en stable, hein, qui attendent aussi une situation qui s'améliore avant donc en stablecoin, en actifs crypto indexés à des monnaies qui ont cours légal, donc l'euro ou le dollar, et qui attendent de pouvoir se repositionner, mais qui viennent aussi pour sécuriser leur portefeuille. Et puis d'un autre côté, on a ces investisseurs qui, eux, sont qualifiés, ont investi toute leur vie sur pas mal de classes d'actifs, sont pas du tout habitués aux variations de la crypto, et donc on a un travail de formation, de démocratisation qui est énorme, qui est hyper important, mais ils sont tout à fait conscients que cette poche qu'ils vont réserver à la crypto, elle va être très volatile, ils sont prêts à la perdre. Et donc c'est le haut de leur pyramide patrimoniale, comme pour c'est dire le haut de leur autrement. pyramide, ouais. Et ça représente vraiment 5 à 10% de leur patrimoine global. On est toujours dans ce conseil justement de ne pas risquer davantage que cette tranche-là de leur patrimoine. On en parle dans une autre partie de cette émission. On fait un tout petit point sur les ETF Bitcoin. On était avec monsieur ETF de chez BlackRock, Arnaud Gian d'iShares. On essayait d'évaluer l'impact de des ETF Bitcoin sur le monde de l'investissement en général. Quel est ton regard, toi, depuis la France, les ETF Bitcoin, depuis qu'ils sont accessibles aux investisseurs et aux investisseuses françaises, qu'est-ce qu'ils ont changé à ton boulot et au boulot de ceux qui sont dans la crypto en France? Est-ce que ça vous a facilité le travail, pour le dire un peu autrement? Alors non, parce que justement les ETF Bitcoin, en tout cas celui, le iShares américain, n'est disponible que pour les Américains, il n'est pas disponible en Europe parce qu'il ne remplit pas les règles UCITS des fonds européens. Et donc, il y a une certaine frustration de la part des investisseurs qui en voulaient. On a beau leur expliquer qu'il existe des ETP en Europe qui peuvent aller chercher également s'ils le souhaitent, mais ça passe moins. Le courant passe moins pour les investisseurs européens. C'est à côté de frustration de ne pas avoir la même chose qu'un investisseur américain ou c'est... Pour les investisseurs européens, vraiment, la lumière vient toujours des États-Unis, alors qu'on a été les premiers à créer des supports financiers indexés à des cryptos. Ça, c'est fou. Personne... On s'en gargarise Voilà. pas plus, quoi. Non, personne s'en gargarise. Enfin, gargarise, en tout cas, qu'on ne reconnaisse pas plus, quoi. Parce qu'après, il y a la puissance de feu de BlackRock, finalement, qui est quand même un acteur incontournable. Enfin, c'est le premier gérant d'actifs au monde, donc forcément, on a
envie d'avoir son équipe parce que ça vient sécuriser encore plus sa position. On se dit qu'il faut. Des marques. Quoi. Et d'ailleurs, je crois c'est même pas, je crois, c'est sûr qu'ils lancent leur ETF européen, Bitcoin d'ailleurs. Donc voilà, il va y avoir un accès pour le marché européen. Mais il y en a d'autres, hein. Il y a Millennium aussi qui a un ETF Bitcoin, et puis il y en a d'autres. Mais donc voilà, en fait, on a à la fois des investisseurs qui sont très intéressés par la crypto et parce qu'ils sentent que ça se professionnalise, parce que des gros acteurs commencent justement à s'y intéresser. C'est venu considérablement limiter la volatilité par rapport au cycle. Hein. On a moins 75% de volatilité par rapport à avant, par rapport au précédent cycle. Donc c'est un stabilisateur, pour le dire. Le marché. Voilà, exactement. Et cette structuration, qui même si elle est contraire, on va dire, au principe du marché crypto, s'institutionnalise. C'est un passage nécessaire pour qu'on puisse justement construire dans la durabilité. Bon, on a fait le point sur 2025. Tu nous as donné un peu le ressenti de ton année des derniers mois. Si on se projette en 2026, qu'est-ce qui pourrait bien marcher d'après toi? Quel segment, quelle brique crypto on peut regarder? Parce que ce n'est pas un conseil en investissement. Mais voilà, avec les éléments macro, contextuels qu'on a, qu'est-ce que vous regardez, vous, dans ton équipe? On regarde beaucoup de choses, parce que 2026 est une année très prometteuse, si vraiment les choses se stabilisent. 2025, c'était l'année des stablecoins, vraiment, qui ont cartonné au niveau des paiements. Nous, on s'en saisit beaucoup parce qu'on est une banque corporate également, donc on a beaucoup de clients qui travaillent à l'international, dans des zones justement où les flux sont sensibles, où il y a des problèmes de change aussi avec des monnaies locales. Donc le stablecoin est une véritable réponse. Donc déjà, plus 100% des échanges en 2025, la tendance va se poursuivre en 2026. Mais sur l'investissement en tant que tel, sur des actifs volatiles, la grosse thématique porteuse, c'est la tokenisation. Donc c'est tout ce qui est RWA, Real World Asset. Dis-nous ça avec d'autres mots. C'est la tokenisation d'actifs réels, mais en crypto. Donc on va ouvrir de nouveaux marchés, on va rendre liquides des actifs qui ne le sont pas par nature aujourd'hui. Exemple. De l'immobilier. De l'immobilier, tout simplement, des parts d'immobilier qui pourraient s'échanger en temps réel, qui seraient valorisées par des oracles. Donc il y en a aujourd'hui sur le marché crypto comme Chainlink, qui viennent justement valoriser des actifs en temps réel, mais c'est aussi des actifs financiers. Aux États-Unis, ça marche très bien. Il y a un projet qui s'appelle Ondo, justement, qui vient, qui tokenise des actifs comme Google, comme Apple, etc. Et qui permettent de se C'est une forme de titrisation de choses qui aujourd'hui ne sont pas achetables un petit morceau. C'est ça, et qui cotent H24, 7 sur 7, qu'on peut s'échanger sur des marchés secondaires. Et le marché crypto aujourd'hui, Web3 en tout cas, est un marché profond sur lequel il y a vraiment beaucoup de liquidités qu'il faut aller chercher, et avec des investisseurs qui veulent se diversifier, qui ne veulent pas que de la crypto, mais qui veulent aussi être indexés à des actifs du monde réel. Donc ça, c'est extrêmement porteur. Et donc, il y a des blockchains comme Ethereum et autres qui portent ce projet-là. D'un point de vue sous-jacent technologique. Exactement. Quoi. Et donc, on estime qu'en tout cas, étant donné, parce que si on regarde de 2024 à 2025, on a une progression aussi à peu près de 100% à ce niveau-là. Je crois que c'est 18 milliards la tokenisation l'année dernière, donc ça reste encore peu. C'est-à-dire quoi, ces 18 milliards? C'est 18 milliards d'actifs tokenisés en valeur et qui se sont échangés. Donc on crée un marché qui vaut 18 milliards. Exactement. On crée un marché, mais qui aujourd'hui ne vaut que 18 milliards, mais qui va en valeur bien plus aujourd'hui. On sait que des gros acteurs comme BlackRock s'y intéressent aussi. Ils ont senti le vent tourner, et ça existe déjà au niveau immobilier, alors plutôt encore une fois aux États-Unis avec Realty, qui permet de tokeniser des actifs immobiliers et de se les échanger assez facilement. C'est de la SCPI, mais en mieux. C'est de la SCPI en plus liquide? Non, plus liquide, en mieux aussi derrière, parce que le token finalement donne accès à ce droit de propriété, mais donc assez facile, donne accès aussi à la plus-value ou à des coupons si jamais ça performe. Donc beaucoup de choses, c'est l'innovation financière pure, mais pour de la crypto. Donc ça va être très très porteur. Je pense pour 2026. Si tu as un message à faire passer aux investisseurs retail sur la crypto en 2025, à la fin 2025, ça serait quoi pour conclure? Il faut qu'ils reviennent. Non, mais en fait, aujourd'hui, ce qu'il faut que ces investisseurs-là comprennent, et je le sais, hein, c'est un travail que je fais au quotidien, ne serait-ce qu'avec mon entourage et autres, des gens qui ont pu être désabusés par ce marché. C'est un marché qui s'est professionnalisé aujourd'hui, qui est encadré, où il y a un vrai cadre réglementaire pour les questions de sécurité. Eh bien, il y a des structures qui existent aujourd'hui pour accompagner durablement les investisseurs, mais aussi du conseil. Parce que le conseil humain, quand on veut se lancer seul, c'est toujours compliqué. On n'est jamais habitué aux variations. On essaye toujours de se refaire. Et on a le cas tous les jours de clients qui disent en fait, j'ai commencé avec 30 000, puis j'ai tout perdu parce que j'ai fait de mauvais arbitrages à chaque fois pour essayer de me refaire. Et donc, chacun son métier. Encore une fois, aujourd'hui, il y a plus de personnes qui détiennent de la crypto que des actions. Mais en France, d'après l'AMF. Tout à fait, d'après l'AMF. Valeur? Ouais, en valeur.
Mais c'est pareil. Ça enfin, reste je moins de connais- 15% de la population quand même. Voilà, et je connais peu de personnes aussi qui font ce travail-là eux-mêmes, ceux qui sélectionnent eux-mêmes leurs actions, parce qu'elles vont pas lire un bilan d'entreprise, elles vont pas lire les principaux partenaires. Ah, il y a quand même beaucoup de boursicoteurs qui achètent en pleine conscience. Oui, mais on va dire que c'est De encore- boursicoteurs ou d'investisseurs. tout à fait, mais qui achètent en pleine conscience. Je pense que pour la crypto, étant donné le degré de volatilité et justement l'aspect technique, Ouais. un accompagnement par des professionnels, je pense, est tout indiqué aussi. Donc aujourd'hui, il y a des acteurs qui existent pour ça. 2 questions pour finir, Edouard. Oui. Dans un monde où la finance traditionnelle doute, je veux dire, les marchés, tout ce que tu as décrit sur l'univers crypto, ça s'applique au marché tradit. Oui. Je veux dire, on a parlé d'immobilier dans cette émission, on a parlé d'ETF, tout ça à retrouver sur notre page YouTube. On voit que c'est quand même un peu compliqué à suivre partout, il y a de la volatilité, il y a une forme de stress, etc. Comment le marché crypto peut apporter une alternative, alors que lui-même doute, à des marchés financiers qui, même s'ils performent, sont aussi en plein doute. Comment ça peut jouer ce rôle? Parce qu'on a compris que Bitcoin, pour ne citer que cette crypto-là, n'est pas tout à fait une valeur refuge. Tu nous as décrit la corrélation un peu forte, notamment avec les valeurs tech. Tu vois, comment ce marché peut s'imposer comme une alternative? Avec tes mots et ton ressenti, bien sûr. Alors, ça va être une alternative, premièrement technologique, même si encore une fois, aujourd'hui, on a une corrélation très forte avec le Nasdaq. Il faut quand même que le marché crypto puisse sortir de ce carcan des marchés traditionnels qui ne représentent pas en valorisation, mais aussi finalement en sous-jacent. Il y a une véritable économie aussi qui va tourner autour de la crypto derrière. On parlait des stablecoins, c'est vraiment aussi une manière de se dispenser des acteurs traditionnels pour s'échanger de la valeur. Oui, et ça adresse c'est du vrai. coup le sujet de la bancarisation Ouais. et du financement transfrontalier, quoi. Oui, mais aujourd'hui, en fait, pour moi, le marché crypto représente énormément d'opportunités, simplement par sa valorisation première. Enfin, on est sur une capi globale qui est à moins de 4 000 milliards, qui représente la valorisation d'Apple juste aujourd'hui. Un marché action, c'est plusieurs centaines de milliards, centaines de milliers de milliards, pardon. Et puis, on a effectivement peut-être une bulle envers l'IA, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui ont quitté le marché crypto parce qu'ils se disent, en fait, l'IA est hyper porteuse, et ce que j'espérais gagner en crypto, j'arrive à le faire largement en IA, ce que le marché crypto ne me propose plus aujourd'hui. Ouais, Et d'accord. et donc c'est vrai, ils l'ont vu, les valorisations ont fortement baissé. Ça a obligé aussi les projets crypto à construire davantage. Aujourd'hui, les valorisations par rapport à 2021, quand ces projets-là n'avaient rien construit, mais c'était juste des idées, ça valait 100 fois de plus que ça ne vaut aujourd'hui. Aujourd'hui, elles valent très peu alors qu'elles ont construit vraiment des choses. Donc il faut aller regarder ces sociétés, il faut s'y intéresser. Celles qui génèrent du chiffre d'affaires, celles qui ont créé des passerelles avec les secteurs traditionnels, donc qui apportent vraiment... C'est des airs, quoi. Oui, alors il y a des hommes, mais il y en a plein d'autres qui ont créé justement des applications du quotidien, qui ont créé ces passerelles dont on a besoin. Il y a la DeFi aussi qui est quand même pas, qui est incontournable, la finance décentralisée qui permet de mieux gérer son argent, de pouvoir avoir accès à davantage d'opportunités et d'options. Donc aujourd'hui, il y a une corrélation parce qu'on les met dans un même panier, parce qu'il y a l'institutionnalisation, encore une fois, dont on a parlé. Donc forcément, quand les marchés financiers toussent, le marché crypto s'enrhume aussi. Et c'est ça, il faut que le tende vers justement... Plus de segmentation. Plus de segmentation, effectivement. Alors pour l'instant, aujourd'hui, c'est toujours un peu compliqué. Mais si on regarde juste les valorisations, ça n'a pas suivi la même progression. Donc il y a une véritable opportunité à investir en marché crypto. Edouard, dernière question. Je suis une fille. Sans être pro-crypto, j'ai mis beaucoup de temps à non seulement comprendre l'univers crypto, mais aussi à l'appréhender d'un point de vue investisseur. On en est où, toi, depuis le début de ta carrière, depuis le temps que tu es en crypto, sur la féminisation de l'investissement crypto? Est-ce que tu arrives à embarquer autant d'enthousiasme, à avoir autant d'enthousiasme auprès d'une clientèle féminine que d'une clientèle masculine, pour le dire de manière très genrée et caricaturale? Oui, moi je vois pas spécialement de différence. Je vois un intérêt. Enfin, j'ai jamais fait le calcul entre les hommes et les femmes que je peux rencontrer dans le cadre de l'investissement en crypto. Je pense qu'il y a un intérêt des deux côtés. Dans tous les cas, ça reste à chaque fois des personnes qui sont investies professionnellement, qui ont déjà aussi des investissements par ailleurs. Donc ça reste des personnes actives, ça reste des personnes qui ont un biais sur l'investissement. Et À autres. niveau d'éducation financière comparable, tu vois pas de gap de genre dans l'investissement en crypto? Pas particulièrement, non. Non, vraiment pas particulièrement. Il y a ce même intérêt. Même si je pense que les hommes sont plus représentés que les femmes à ce stade aujourd'hui, peut-être il y a forcément un petit peu plus. Mais en termes d'intérêt et de questions posées et de volonté d'être accompagné et autres, je vois pas de grosses différences justement dans les approches. Donc non, pour moi c'est
c'est vraiment global. Enfin, les questions que doivent se poser les investisseurs, qu'ils soient hommes ou femmes, finalement, c'est la même chose. Merci beaucoup, Edouard Avec Belliard. On a fait le diagnostic, on vous a donné le contexte. Maintenant, vous avez toutes les clés pour transformer ces informations économiques en décisions d'investissement. C'était Money Time. Si ça vous a plu, vous likez, vous partagez. On est sur LinkedIn, on est sur Insta, on est sur TikTok, on est évidemment sur YouTube. Merci à tous nos invités. Merci à l'équipe de Comet Meetings pour son accueil. Merci à l'équipe Aircube de Paris à Bali, en passant par Londres et Lyon. Je vous dis à très vite dans un prochain épisode de Money Time. Everything I touch turns to gold. How about